Ça en fait de la poussière. Ça en fait de la poussière. Ça en fait de la poussière. Anaïs Caillot, bonjour. Damien Pinsard, bonjour. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Théalingua. On se retrouve pour une série d'interviews qui s'appelle « Ça en fait de la poussière » et on va parler de la pratique théâtrale, la pratique chaude, l'expérience chaude. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Échanger un petit peu sur notre pratique, sur nos expériences et sur ce qu'on fait au quotidien avec le théâtre. Merci beaucoup d'être là, je suis super content. Je suis super content parce que je suis sûr qu'on a plein de trucs à se dire. On va commencer avec une série de questions. D'abord, j'aimerais bien que tu te présentes succinctement, que tu nous dises ce que tu fais sur cette planète à tous les gens là qui ne te connaissent pas. Donc sur cette planète, je vis. Je suis comédienne et je donne aussi des cours de théâtre à tout type de personnes qui veut faire du théâtre. Ouais. Tu disais que tu étais pédagogue. Aussi, ouais, c'est ça, je donne des cours, je suis pédagogue, oui, plus que prof. Ok, première question. Quand est-ce que t'es venue l'idée de faire du théâtre? Quel est l'événement déclencheur? Ça s'est passé comment? Alors moi, c'est très... je pense que c'est comme pour beaucoup d'enfants, en fait. Il y avait un cours de théâtre quand j'avais 7 ans, que j'étais en CP, en France, du coup. Ouais. Et je n'avais aucune idée de ce que c'était, on m'a proposé d'en faire et j'ai aimé. Donc j'ai continué. Et qu'est-ce que vous avez fait dans ce cours? Tu te rappelles de ce qu'il y avait comme... Oui, il y avait des exercices de base, s'amuser ensemble, à apprendre à construire une histoire ensemble, Ouais. À s'écouter, à être dans l'espace, à gérer son corps, apprendre un petit texte aussi. Vous avez pris un texte, carrément. Vous avez fait un spectacle. Oui, on a fait un spectacle. Moi, je t'avoue que du haut de mes 7 ans, je crois que j'avais 3 lignes sur un grand spectacle, Oui, mais c'était à ma hauteur, quoi. Ouais, ok. Voilà. Et donc après, tu as continué. Après, tu as fait une école de théâtre ou non, pas Non, du tout. absolument pas. Tu as continué au... J'ai continué à me faire plaisir, en fait, Oui, j'ai continué à me faire plaisir dans les moments un peu extrascolaires. J'ai arrêté un petit moment en étant adolescente, on va dire, Ouais. sur une petite crise d'adolescence. Et en fait, c'est par mon travail de pédagogue que je me suis remise à faire du théâtre, en fait. Et tu es plutôt spécialisée sur un type de théâtre particulier? Alors moi, j'ai toujours travaillé sous le principe de la création collective. Ouais. Je suis rarement arrivée avec un texte, même voire quasiment jamais, avec un texte imposé ou même proposé à un groupe. Donc on fait connaissance avec ce groupe-là. Il y a ce principe-là de apprendre à créer ensemble. Pour certains, même pour la plupart, c'est des débutants en théâtre, au tout début des sessions. Et on va ensemble jusqu'à la scène, donc jusqu'à une création qu'ils auront fait ensemble. Donc tout l'enjeu, c'est de voir comment est-ce que le groupe, ensemble, réussit à trouver un sujet qui l'intéresse et une pièce qui l'intéresse, sous ma guidance, en général, et sous mon cadre, ou sous le cadre que je propose. Et donc ça, c'est plutôt ce genre de théâtre-là que je propose en tant que pédagogue. Ok. Voilà. Ok. Moi, je t'ai vu dans des spectacles qui ne sont pas des spectacles classiques où on utilise beaucoup le corps, où il y a une histoire mais qui n'est pas verbalisée, qui n'est pas contée. C'est des spectacles de théâtre physique. Ouais. Alors oui, tous les théâtres sont physiques. Là, on est beaucoup moins sur du travail du texte. C'est-à-dire que quand on peut se passer du texte, quand tout peut passer par le corps, on le fait. C'est le principe du mime actif, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du pantomime, comme on l'entend par exemple avec Marcel Marceau. On est beaucoup plus effectivement sur un théâtre qui fait appel, comme tu le disais, aux émotions, à ce qu'on va générer chez le spectateur. Alors oui, c'est un théâtre qui est beaucoup plus axé sur la performance physique, pas forcément performance en termes de Guinness Book Record, c'est
qu'est-ce qu'on peut faire passer au maximum avec le corps du comédien, avec comment dire, la conscience que l'on a et l'utilisation que l'on a de notre corps, de la qualité de mouvement. Ok. Vraiment, la qualité de mouvement, le silence du corps même aussi, ou l'expressivité du corps en fait. Mais vraiment, D'accord. pour moi, dans ce théâtre physique, la qualité du mouvement et la conscience du comédien sur son mouvement est quelque chose de très important en fait, et que j'apprécie énormément de travailler et que j'essaye d'injecter moi, un petit peu aussi en tant que pédagogue dans mes cours. Voilà. Bien sûr, ouais. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un exercice que tu pratiques régulièrement pour se concentrer, pour aider à la concentration? Un exercice que je trouve qu'il fonctionne bien, que j'ai beaucoup utilisé, c'est les espèces, moi j'appelle ça les espèces de spaghettis en fait. C'est demander aux participants de marcher dans l'espace de jeu. Chacun a un numéro en tête, un numéro qui est secret. Et moi je vais donner le numéro et personne ne sait qui est qui. Quand on commence à savoir qui est qui, on change les numéros. Et cette personne-là doit s'affaisser, c'est-à-dire commencer à tomber sans se mettre en danger, on est d'accord, commencer à ramollir un peu comme un spaghetti dans l'eau chaude, d'où le nom des spaghettis. Et le rôle des autres, c'est de, quoi qu'il arrive, d'aller sauver le copain ou la copine qui est en train de tomber. Et le principe de se dire que « Ah, mais tout le reste du groupe y est, donc moi je n'y vais pas », ça marche pas. Donc c'est à ce moment-là où il y a une attention de tous les instants, et une conscience de ce qui se passe sur le plateau, une attention sur les autres, et une attention aussi, ce que j'essaye au maximum de développer aussi, cette espèce de bienveillance dans le groupe. Et c'est, je suis là pour les autres, et les autres seront là pour moi sur le plateau, en fait, quoi qu'il arrive. Et pour moi, c'est un exercice tout bête, qui peut se décliner à foison ensuite et se complexifier, mais qui pour moi est très intéressant et qui peut se pratiquer avec énormément de public, quoi. Que ce soit avec les petits ou avec des adultes, ça fonctionne. Ok. Un exercice pour s'échauffer? Là, tu dois être spécialiste de ça. On s'est échauffé avant l'interview, hein? Oui, on s'est échauffé, on s'est fait nos petits étirements, nos petites grimaces. Ça dépend des publics, puisqu'il y en a qui fonctionnent plus ou moins bien. Un exercice d'échauffement. C'est un exercice que tu connais bien aussi, moi que j'avais appelé autrement, mais c'est celui qu'on appelle communément là, le toujours prêt. Ouais. Encore une fois, tous les participants évoluent, marchent dans l'espace de jeu, et il y a des codes à respecter, enfin pas respecter, et il y a des codes où on va leur demander des codes ou un signal, par exemple, ça va être de se dire que à un clap, on saute en l'air, ou quand on dit qu'il faut aller regarder, quand l'animateur ou le pédagogue dit là-bas, tout le monde va dans un endroit regarder quelque chose qui a l'air très intéressant. Et tout de suite après le signal, revenir au calme, marcher dans l'espace de jeu posément. Et donc d'enchaîner toutes les actions possibles, être réactif, quoi. Et au fur et à mesure, voilà, en fonction de ce que nous on veut amener, on amène des sujets qui vont développer et émoustiller l'imaginaire des participants, quoi. Ok. Est-ce que pour toi, c'est différent de travailler avec les enfants et avec les adultes? Aussi bien en tant que comédien que comédienne ou qu'en tant que pédagogue, meneur d'atelier. Quelles sont les différences, si t'en as? Moi, les différences que j'ai là spontanément, c'est le besoin de sécurité dans le groupe, qui n'est pas le même. Les deux ont besoin d'une espèce de sécurité dans l'apprentissage, de la prise de danger, parce que les enfants sont plutôt dans un processus dans leur vie où ils apprennent tout le temps. Donc, apprendre des nouvelles choses, il y a quelque chose
d'assez normal quelque part pour eux. Et donc la sécurité à ce niveau-là, elle est assez simple à rappeler en disant vous êtes là pour apprendre, tout va bien. Pour les adultes, moi je trouve que c'est quelque chose sur lequel il faut que je sois beaucoup plus attentive à ça, à sécuriser, à pousser les adultes ou même des fois les jeunes adultes sans venir à les pousser, sans venir les insécuriser ou venir titiller l'estime de soi ou d'une mauvaise façon l'ego en fait. Savoir les sortir de leur zone de confort sans que ça soit trop insécurisant en fait, que ça reste quelque chose de ludique et d'agréable quand même. Voilà. Ok. Et est-ce que sur cette zone de confort, on comprend très bien avec un groupe adulte qu'il faut se dépasser un petit peu, aller faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire au quotidien, mais avec des enfants, tu penses qu'il y a aussi une zone de confort, que les enfants sont dans leur savoir-faire, ils savent faire ces choses-là et ils vont pas aller plus loin? Ou alors ils sont plus libres? Alors moi par exemple, la façon dont j'essaie de sortir les enfants de leur zone de confort, ouais. C'est en étant garante de leur sécurité physique et affective, ouais. Ça toujours, mais en leur rappelant que moi par exemple, ce que je leur dis régulièrement, moi je ne suis pas la police de savoir qui passe en premier, qui passe en deuxième, dans les groupes par exemple, ouais. C'est pas moi qui donne la parole au plus possible. J'essaye de le défi, c'est d'arrêter de lever la main pour parler quand il y a un grand silence et que je viens de leur poser une question. Je vous ai posé une question, personne d'autre ne parle, tu peux prendre la parole, je t'écoute. Et oui, effectivement, on va demander la parole en se signalant si c'est le bazar. Oui, là on est d'accord. Mais d'essayer de commencer à avoir cette notion de responsabilisation. Et ça, du coup, pour un enfant, c'est très nouveau. En général. C'est très difficile. Ouais. C'est quelque chose d'assez nouveau. Et quand on sait la difficulté dans un groupe, même des fois d'adultes, de s'écouter, de prendre en compte la parole de l'autre, et d'avoir un compromis en disant oui, alors notre histoire c'était ça, mais du coup, comment est-ce qu'on pourrait intégrer ton envie parce que tu es aussi là pour te faire plaisir. Comment est-ce qu'on peut intégrer ça? Alors déjà, pour nous, c'est compliqué ce genre de compromis. Moi, c'est ce que je leur demande aussi en tant qu'enfant. Voilà. Donc ça, c'est aussi une zone de confort où moi, je suis là pour leur rappeler qu'il faut s'écouter, mais je ne vais pas dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, parce que justement, il n'y a pas de juste ou de faux. Voilà. Ok. À Théalingua, on travaille beaucoup avec les langues, hein. On fait de l'apprentissage des langues à travers le théâtre. L'idée, c'est de construire des projets avec une langue cible, avec une langue étrangère. Si je te dis langue étrangère et théâtre, qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce qui vibre entre les deux? Où t'en es par rapport à ça? Le corps. Le corps. Comment ça, le corps? Le corps. Moi, je me suis rendu compte dans ma pratique des langues étrangères, moi par exemple, en tant que participante, quand je me retrouve dans un cours où la langue utilisée n'est pas ma langue maternelle, je comprends beaucoup mieux en observant et en faisant ce qui se passe, en observant ce qui se passe dans le groupe, en observant ce que dit et les intentions de la personne qui lit le cours. Et donc, quand je donne des cours de théâtre en français à des personnes qui ne sont pas de langue maternelle française, c'est quelque chose que j'ai toujours en fait en tête. Que si je vais rester figée, être trop explicative, je vais complètement passer à côté de ce que je veux, que le groupe parle, se fasse plaisir et joue du théâtre. Donc, c'est quelque chose c'est un peu un système aussi d'identification où parce que moi un peu je vis et ce que j'observe, comment du coup comment je peux
rendre ça plus facile en fait. Donc concrètement, ça va se passer comment? Tu vas mimer, tu vas... Concrètement, j'essaye de parler bizarrement le moins possible, d'être le plus possible moi-même en action. Ok. Montrer? Oui, je peux montrer en fait. Ouais, ok. Je peux montrer et sans... parce que pour moi, il y a une histoire aussi un peu du pédagogue qui donne un peu de sa personne. C'est-à-dire que je sais que c'est pas facile ce que je demande. Déjà rien que théâtralement pour des débutants, entre guillemets. Donc, je vais le faire. Et quelque part, je dédramatise un petit peu, ou je désacralise dans mon idée, je désacralise un peu ça. Et je montre que j'attends pas non plus une grande tirade dans un français impeccable. Et donc, pour moi, c'est une façon un peu de baliser le chemin. C'est comme... Je vais dans la piscine avant d'accueillir les personnes qui ont du mal à nager, en fait. Dire, regarde, c'est bon, j'ai pied, c'est ok, tu peux venir avec moi. Et tu es en sécurité avec moi, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on peut apprendre quand on fait du théâtre avec toi? Est-ce que tu as une idée des valeurs, de ce que se disent les gens quand ils sortent et, ah oui, avec Anaïs, j'ai appris ça. Peut-être des valeurs que tu mets en place ou des techniques que tu mets en place, des choses particulières qui te correspondent. Pour moi, il y a cette idée de... ce que je te disais tout à l'heure, par exemple, cette idée d'empathie avec le groupe, d'attention aux autres, repousser un peu les limites, ses propres limites, que ce soit dans la créativité, que ce soit dans le fait d'oser parler, aller sur scène. C'est quelque chose de dire à un participant, que ce soit un enfant ou un adulte, en disant « Prends le temps, on est là pour t'écouter. On est venu pour ça, on est venu pour t'écouter. » Ça, c'est, pour moi, je pense que ça résonne assez fort aussi, ça, dans la conscience des participants. Et cette idée du collectif, d'un collectif qui est fort. Tu as l'impression que tu travailles ça dans tes ateliers, le collectif. Oui, ouais. Oui, le collectif et comment il y aurait quelque chose, un exercice, un principe, quelque chose que tu travailles tout le temps, peut-être un leitmotiv, quelque chose qui revient pour travailler ce collectif? Un des premiers éléments sur des exercices de base, c'est de se dire, par exemple, je mime une action et pour moi j'avais une idée très précise en tête. Et les autres ont vu autre chose. Ce qu'ils ont vu n'est pas faux, c'est juste une interprétation différente et qu'ils n'aient pas vu ce que je voulais faire, bon, c'est une chose, mais je peux aussi accepter qu'ils aient vu différemment et encore mieux, ce qui est très bien, c'est que ça leur a donné une idée pour faire autre chose. Donc, pour moi, ça par exemple, c'est un des éléments assez importants dans un collectif pour cette idée de dynamique de groupe, c'est d'accepter qu'on n'aura pas tous les mêmes idées et que c'est tant mieux. Et savoir flirter un peu avec comment ça s'appelle, avec les limites. Avec le cadre. Ouais, savoir flirter avec le cadre. Donc par exemple, je ne sais pas pourquoi je t'en ai pas parlé tout à l'heure, mais moi l'exercice des fausses insultes, c'est une de mes récurrences. Les fausses insultes, ce qui marche en plus très bien aussi avec des non-francophones, c'est utiliser des mots de tous les jours comme des insultes. Banane. Banane, table, lunettes, plante, poisson. Tout ça, ça peut être des insultes fantastiques du moment qu'il y a cette énergie derrière. Et donc le but, ça va être d'aller voir quelqu'un et de lui dire poisson. Il n'y a pas de espèce de gros ceci, non. Juste le mot en lui-même doit sonner comme quelque chose de très très fort en fait. Et donc surtout avec des enfants, il y a quelque chose d'assez émoustillant et excitant en fait de
de flirter avec cette limite-là et de s'amuser avec et de se dire c'est complètement d'accord de s'amuser avec ça ici, par exemple. D'accord, ok. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des moments dans ton métier où tu te sens heureuse, où tu te dis oh là là, qu'est-ce que je suis bien là, je suis vraiment dans mon élément, je suis en sécurité et ça se passe bien et je suis vraiment heureux de faire ce que je fais, tu vois? Et à quel moment? C'est ça qui m'intéresse. Il y a plusieurs moments assez différents. Le premier qui me vient spontanément, c'est quand on va montrer le travail qu'on a fait. Et c'est pas du tout un moment sécurisant. Oui. Comme tu le sais. C'est un moment donné où on fait les réglages lumière, où le groupe est en train de se préparer dans les coulisses, où il y a une excitation assez impressionnante du groupe, de tout le monde, où forcément on est en retard sur plein de trucs, où il y a toujours un petit pépin technique ou quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, ces moments-là, c'est des moments très, très forts en émotion, mais dans une belle émotion en fait aussi. Et c'est aussi pour moi le moment où où je suis un peu en perte de contrôle, entre guillemets, c'est-à-dire que maintenant, quoi qu'il arrive, c'est le groupe qui est sur scène. Et c'est à eux de jouer, en fait. Et c'est ce moment-là de... Alors moi, bien sûr que je suis là pour, avec la personne qui fait les lumières ou pour lancer la bande-son. Donc oui, ça c'est mon rôle, que tout à l'extérieur aille bien pour eux sur scène. Mais c'est le moment où j'ai plus rien à... Où tu lâches le projet, quoi, c'est ça? Où c'est vraiment flagrant. Alors du coup, c'est dans le temps, dans l'atelier, pour moi, ça fait partie des choses qui se travaillent. Ou bien sûr que je les lâche pas comme ça au dernier moment. Et c'est aussi pour ça que c'est important de leur dire, par exemple, ce que je te disais tout à l'heure, de non, mais moi je suis pas la police. C'est-à-dire qu'ils apprennent déjà à se gérer eux-mêmes. Et donc c'est pas un choc incroyable pour eux que je ne sois plus là en bord de scène à leur dire exactement ce qu'ils doivent faire. Mais ce moment-là ça ne m'appartient plus, ça leur appartient complètement, ça c'est assez génial. Les autres moments qui sont très très beaux pour moi, c'est de voir les progressions des jeunes ou des moins jeunes, de les voir grandir en fait dans l'atelier et de les voir grandir dans l'atelier en fait. Voir le moment où il ou elle a compris et là il ou elle décolle vraiment dans sa pratique, dans sa créativité ou dans sa façon d'être en disant là il s'est passé quelque chose quoi. Voilà, là c'est des très beaux moments ça pour moi. Ouais, je comprends, tout à fait. Je vis la même chose. Un acteur arrive sur scène, propose quelque chose, il a l'impression qu'il a donné le maximum de lui, qu'il est à 250%, et ce que tu vois, c'est ridicule, c'est tout petit. Comment toi, avec quels outils, tu vas l'amener à faire quelque chose d'intéressant pour le spectateur? Je sais, la question est super complexe. Non, mais... c'est la question de comment aussi on connaît nos comédiens, quel que soit leur âge. Ouais. Alors, première chose, il y a cette idée toujours pour moi de sécurité affective, parce que même si des fois on peut tous avoir ce côté-là de se dire bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce qu'il nous donne, parce qu'il nous a quand même donné quelque chose, il ou elle nous a donné quelque chose. C'est déjà accueillir ce qui a été donné. Ok. Moi, des fois, par exemple, ce que je dis, et c'est très sincère, hein, c'est pas du tout de la langue de bois, c'est il fallait essayer, maintenant on sait que ça marche pas. Okay. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que sans l'essayer, on n'aurait pas su, parce que dans l'idée, peut-être que ce qu'il proposait, effectivement, c'était intéressant, mais nous, notre rôle, effectivement, de l'extérieur, est de dire oui, ça passe ou non, ça passe pas, pour diverses raisons, quoi. Ouais, spontanément, comme ça, si j'ai le temps,
c'est de m'appuyer énormément sur le groupe, en fait. C'est-à-dire, c'est par exemple un truc que j'adore faire dans la direction de comédiens, mais qui prend beaucoup de temps dans un groupe, c'est voir là où ça bloque. Par exemple, quelle émotion, est-ce que c'est corporellement? Est-ce que c'est l'émotion qui a du mal à sortir? Ou comment est-ce qu'est-ce qu'on peut tirer joliment, respectueusement de ce comédien, de cette comédienne? Et moi, je vais beaucoup m'appuyer sur le physique, justement. S'il faut qu'il donne sa réplique plusieurs fois, en commençant, par exemple, de façon neutre, de le dire jusqu'à ce que ça devienne comme un mantra, et puis ça devient assez rapidement un mantra quand même, et de m'appuyer sur le reste du groupe. C'est-à-dire que si on veut dégager une émotion de liberté, est-ce que c'est pas par exemple lui demander de vas-y, ferme les yeux, tu connais le groupe, hein, c'est ok, et de le faire porter, qu'il ressente quelque chose de l'intérieur pour essayer de le sortir vers l'extérieur, tout en gardant quelque chose quand même de sécurisant et pas de sortir quelque chose de complètement cathartique ou de psychodramatique en fait. Ça va être beaucoup de me dire ok, quel chemin physique je peux trouver, on peut trouver ensemble, que toi du coup après tu vas retrouver plus ou moins tout seul. Par exemple, est-ce que c'est un sentiment de dégoût qui va venir du ventre et que du coup il va arriver ensuite à surfer dessus, tout ce genre de choses, c'est comment est-ce qu'on peut trouver ensemble ce petit chemin corporel pour laisser sortir l'émotion. Ok, c'est super, c'est très intéressant, j'adore vraiment. On a presque fini. Déjà. Ouais, ça va vite. Ouais. J'ai encore 2 questions à te poser. D'abord, est-ce que tu as quelque chose à dire là? Plein de choses. Vas-y, un truc important là qu'il faut laisser trace. Moi, par exemple, une des choses que j'ai pas forcément dites quand tu m'as posé la question de qu'est-ce que je faisais dans le théâtre. Ouais. Un truc pour moi qui est très important, c'est de savoir pourquoi je vais sur scène. Et pour moi, c'est très important de savoir que les participants avec lesquels je travaille sachent qu'est-ce qu'ils vont faire sur scène. Et c'est complètement ok si c'est juste j'ai envie de m'amuser. Parce que c'est déjà énorme, en fait. Mais qu'est-ce que j'ai envie d'aller dire sur scène? Quelles paroles j'ai envie de porter sur scène? Qu'est-ce qui est important d'aller dire ou d'aller montrer? Par exemple. Et moi, je sais que j'en ai besoin en tant que comédienne aussi, de savoir là, qu'est-ce que je vais chercher, qu'est-ce que je vais partager avec le public. Parce que c'est aussi ça, cette notion, pour moi, quand je suis sur scène, c'est qu'est-ce que je vais partager, qu'est-ce que j'ai à donner. Ok. Voilà, donc ça peut être quelque chose d'engagé politiquement, ça peut être parler des émotions et partager une émotion avec le public. Être clair sur ce qu'on va faire sur scène. Ouais. Ouais, ok. Anaïs, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était très agréable de pouvoir discuter. C'était un plaisir aussi pour nous. En plus, il fait très beau aujourd'hui, donc on va avoir une journée formidable. Ça ne fait que commencer. Ouais, ça ne fait que commencer. À bientôt. Ciao. À bientôt.